How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. Comment osez-vous? Yet, I'm one of the lucky Vous ones. avez volé mes rêves et ma jeunesse People are avec vos mots suffering. creux. Et People encore, are dying. je fais partie des plus chanceux. Entire ecosystems Des are gens collapsing. souffrent, des We are gens in the meurent beginning of et a des mass écosystèmes extinction. s'écroulent. And all you Nous can sommes talk au début about d'une is extinction de money masse. and fairy Et tales tout ce dont vous of parlez, eternal c'est economic d'argent et de contes de fées How dare racontant you. une croissance économique éternelle. Comment osez-vous? Vous aurez peut-être reconnu les mots de la militante Greta Thunberg en 2019, qui à l'âge de 16 ans s'insurge au sommet de l'ONU devant les dirigeants du monde entier. Dans sa voix, sa posture, Greta Thunberg transpire la colère et la tristesse. Deux émotions fortes, utilisées pour faire valoir la légitimité de son action et de son discours qu'on va analyser dans ce nouvel épisode. Indignez-vous. Ma parole, l'art de bien parler, comment s'indigner, avec Salomé Saké, réalisé par Véronique Samuilov. Extérioriser son émotion. Jeune militante écologiste suédoise, née en 2003, Greta Thunberg a vraiment confirmé son statut d'icône de la lutte contre le réchauffement climatique et de la révolte des jeunesses à partir de ce discours-là. Sa voix est si grave qu'elle ne semble pas vraiment aller avec son quotidien d'écolière à un âge que l'on attribue à l'insouciance. C'est d'ailleurs ce qu'elle reproche aux dirigeants, de lui avoir volé ses rêves. For more than 30 years, the science has been crystal clear. Depuis plus de 30 ans, la science est parfaitement How dare you claire. continue to look away Comment osez-vous regarder and ailleurs? come here saying that you're doing enough? Vous venez When ici the pour dire policies and que vous en solutions faites needed assez, are still alors que les nowhere in politiques sight. et les actions nécessaires sont inexistantes. La première fois que j'ai regardé ce discours, j'avais 24 ans et j'ai été bouleversée. Sa voix semble sur le point de se casser, son visage est dur, sa mâchoire crispée. Elle a les larmes aux yeux, les sourcils froncés, le souffle court, presque une moue de dégoût. Et en termes d'indignation, le langage corporel est sûrement au moins aussi important que ce que l'on dit. Je vous invite vraiment à y penser lors de vos prises de parole. Ce qui va donner un écho sans précédent à son indignation, c'est cette authenticité dans sa colère qu'elle ne semble plus pouvoir contenir. Le côté réel et incontrôlable de son émotion qui ne peut pas être simulé. Après, attention, ce discours, s'il va toucher beaucoup de personnes au cœur, va aussi susciter une vague de critiques sans précédent à l'endroit d'une jeune fille de 16 ans. Cette émotion va lui être grandement reprochée. On va la taxer de jeune femme angoissée, folle, voire carrément hystérique. Aux États-Unis, le président Donald Trump, encore lui, va lui tomber dessus. En France, les commentateurs vont se déchaîner. Le philosophe Michel Onfray, par exemple, va la qualifier de cyborg suédoise qui annonce la fin de l'humain et l'avènement du post-humain. Rien que ça. Pourtant, Greta Thunberg, du haut de ses 16 ans, savait déjà que cette émotion allait lui être reprochée. Et elle avait anticipé la critique dans ce même discours. You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. Elle place l'irrationalité du côté des dirigeants, et non du côté de ses émotions à elle. C'est toute la force de cette intervention. Elle leur explique à demi-mot que c'est eux qui ont tort de ne pas avoir peur, que ce sont eux qui sont mauvais. Cette émotion assumée, on l'a retrouvée chez beaucoup de militants écologistes dans les années qui ont suivi. Ils dévoilent leur peur, leur tristesse, leur colère parfois, face à l'inaction climatique. Personnellement, en tant que journaliste, je m'évertue à rappeler régulièrement sur les plateaux de télévision que ce qui est inquiétant et irrationnel, c'est de ne rien ressentir face à l'effondrement du vivant, pas de prononcer un discours avec un peu de ferveur. De manière générale, je trouve que montrer ses émotions a d'autres vertus. Ça rend les émotions acceptables dans le champ public. C'est aussi, à mes yeux, parce qu'on a demandé à nos responsables politiques de ne jamais rien montrer, d'être imperméables aux critiques et de ne surtout jamais réagir émotionnellement, qu'on se trouve dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui. La vulnérabilité devrait faire partie de l'espace public à mes yeux.
Quiconque prend la parole dans un espace de débat, qu'il soit responsable, militant ou journaliste, devrait pouvoir assumer ses émotions, dire ce qu'il ou elle ressent face à tel ou tel événement, sans que cela ne soit immédiatement utilisé comme un prétexte pour le ou la disqualifier, ou que l'on rentre dans un discours émotionnel en permanence. Il y a un juste milieu à trouver. Cette émotion avait par exemple été assumée par la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, qui avait laissé ses larmes couler devant toute la presse après le meurtre d'une jeune Britannique sur son territoire en décembre 2018. Au nom de la Nouvelle-Zélande, je veux m'excuser auprès de la famille de Grace. Your daughter should have been safe here, and she wasn't, and I'm sorry for that. Votre fille aurait dû être en sécurité ici. Elle ne l'a pas été, et j'en suis désolée. Beaucoup ont apprécié des excuses qui avaient pour une fois l'air sincères. Et de manière générale, cette responsable politique en particulier a été saluée pour avoir introduit la vulnérabilité et l'empathie en politique. Montrer que l'on peut être à la fois fort et connecté à ses émotions. Le tout sans hystériser le débat public. Indignez-vous. L'utilisation de ces émotions a des limites, en particulier quand on est une femme. Je vous laisse réécouter celle de Ségolène Royal, alors candidate à la présidence, qui s'énerve face à Nicolas Sarkozy lors du débat de l'entre-deux-tours en 2007. Non, je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas. Pour être président de la République, il faut être calme. Non, pas quand il y a des injustices. Il y a des colères qui sont parfaitement saines, parce qu'elles correspondent à la souffrance des gens. Est-ce que vous me Et permettez il y a des de vous colères dire que un j'aurai, mot même quand je serai présidente de la République. Si on peut comprendre sa colère, cette séquence lui a énormément été reprochée et a été utilisée pour la décrédibiliser. Je ne sais pas pourquoi Madame Royal, d'habitude calme, a perdu ses nerfs. Non, je ne perds pas mes nerfs, je suis en Clairement, colère. le fait qu'elle soit une femme rend sa colère moins audible. J'en sais quelque chose pour aller régulièrement sur les plateaux de télévision. Et il y a des colères très saines et très utiles. On évite taxer d'hystérique ou ramener au supposé caractère féminin de nos émotions. Qu'est-ce que ça doit être quand vous êtes énervé ? C'est pourquoi, à titre personnel, j'ai fait très attention jusque-là à ne pas m'énerver sur un plateau de télévision parce que je sais qu'on ne me le pardonnerait pas. Ceci étant dit, quand elles sont maîtrisées, les émotions constituent un outil rhétorique d'une puissance inégalée pour faire partager une indignation, car elles touchent directement le cœur et l'âme de l'auditoire. Pour ça, vous devez laisser transparaître des émotions sincères. Et j'insiste sur le sincère. C'est la condition pour que ça fonctionne. C'est peine perdue de feindre des émotions, c'est inefficace en plus d'être détestable. Je peux pas accepter ce que je vois à la télévision et je suis venue ici exprimer ma colère. Vous avez raison. Et quand ces émotions sont réelles, ça vous rend plus accessible et humain aux yeux de votre public. Les larmes, la voix tremblante ou même un simple soupir peuvent marquer les esprits de manière bien plus indélébile qu'un discours strictement rationnel, argumenté et dénué de passion. L'émotion, ça peut transcender les barrières de la logique pure pour atteindre les convictions profondes et les valeurs intimes des auditeurs. Surtout, les émotions peuvent être extrêmement utiles à des hommes ou femmes politiques qui sont souvent accusés de cynisme, d'inhumanité, de duperie. Ça permet précisément de rompre avec cette image que de faire valoir sa sincérité et l'authenticité de son combat. De manière générale, je vous invite à utiliser l'arme de l'émotion avec modération. On ne peut pas en user à chaque fois qu'on prend la parole, sinon elle perd toute sa valeur. De plus, comme pour l'utilisation du cas personnel dans l'épisode précédent, l'émotion ne doit pas éclipser la structure de l'argumentaire, elle vient l'étoffer. L'idée, c'est d'utiliser son émotion de manière maîtrisée, en particulier lorsqu'on utilise un vocabulaire fort. Le contre-pied de cette technique, ça peut au contraire être de totalement vider de ses émotions un argumentaire, surtout si l'on accuse quelqu'un ou que l'on utilise des mots violents. Gisèle Halimi, par exemple, dans sa défense de l'avortement, s'est souvent retrouvée face à de pugnaces opposants. Elle les décrédibilisait avec une certaine violence verbale, mais avec beaucoup de calme et quasiment pas d'émotion. Comme ici en 1974, face à son interlocutrice qui est contre l'avortement. Je veux dire que si vous entendez ne jamais avorter et avoir un enfant chaque fois que vous aurez un rapport sexuel, c'est votre affaire. Ce qui est intolérable, c'est que vous, ayant fait ce choix, vous ayez la prétention de l'imposer aux autres. Le mot intolérable est très fort. Mais à contrario de tous les exemples qu'on a vus plus tôt, Gisèle Halimi va rester incroyablement calme, avec un ton très posé,
sans colère, sans tristesse. Indignez-vous, tout un programme. C'est le moment du cas pratique. Vous l'aurez compris, les émotions, ça peut être un outil rhétorique très fort, mais c'est à utiliser avec parcimonie et dans des contextes appropriés. Pour reproduire ça à la maison dans votre quotidien, premièrement, l'essentiel est de choisir une thématique qui vous tient réellement à cœur. Désolée de le dire à nouveau, mais c'est vraiment la base de cet outil rhétorique. Il n'y a rien de pire qu'une émotion feinte ou exagérée. Deuxièmement, l'émotion seule ne suffit pas. Il faut pouvoir apporter des éléments argumentatifs et surtout ne pas se laisser totalement déborder par l'émotion au risque de devenir inintelligible. Vous avez remarqué, quand on est réellement dans une colère noire ou dans un état profond de désespoir, on va sangloter, on va perdre ses moyens. L'idée, c'est de tout de même garder un certain contrôle sur son discours. L'émotion la plus efficace, c'est à mes yeux l'émotion palpable mais légèrement contenue, comme dans le discours de Greta Thunberg. Et parce que l'émotion ne suffit pas, dans le prochain épisode, on verra un autre outil rhétorique pour faire partager son indignation, l'accusation, la prise à partie, apprendre à nommer l'objet de son indignation.